Salut! Cet épisode sort avec 1 semaine et demie de retard. Je suis vraiment désolée. J'ai eu des grosses galères. C'est terminé. Rassurez-vous, je vais partir à fond les ballons et vous proposer plein de contenu. Du moins, j'en ai très envie. En attendant, comme promis, le 3e et dernier épisode, vous allez enfin comprendre le pourquoi du comment on enregistre ce podcast et pourquoi est-ce qu'on fait une cagnotte pour avoir des sous. Merci pour votre patience. À Perrache, c'est au mois d'août. Mais comment t'es arrivé à Perrache et pas à Ben, le Paris, bis- Bercy? T'as pas choisi? Le bis que je m'entends, moi je ne sais pas l'histoire des. Je ne connaissais pas Lyon. France, Paris. Ouais. Marseille, dans le nom football Marseille. Lyon, on a entendu parler de Lyon parce qu'il y a un certain Congolais qui joue l'équipe de Lyon. Pour toi, c'est pas histoire de Lyon, Paris. Non. Pour toi, histoire de France. Voilà. Et alors Perrache, t'es arrivé là-bas Vous arrivez à Perrache, on descend à Perrache, 4 heures du matin. avec ton sac à dos. Petit sac. Là, c'était une petite sac, pas grand-chose. À l'époque, le bus, il rentrait dans les gares. Il ne chassait pas les gens. Il chasse les gens qui dorment à Perrache, là. Les SDF. Oui. Des fois, il les chasse. Des fois, il se cache de l'autre côté, ainsi de suite, à l'époque. Mais il restait quand même à dormir dans les gares. Et voilà, une autre vie qui commence à Perrache. C'est ça. Et alors comment est-ce que tu arrives à manger? Alors, premier jour, ben rien. Deuxième jour, tu sors juste. Là, il y a un parc. Il y avait un parc. Il y a juste un parc là. Vous descendez une grande marche, longue marche. Il y a un parc là. Donc, c'était là mes trajets. Si je descends, je me mets là. Je regarde un peu loin. Je connais pas. Si je pars là-bas, je vais me perdre. Mais t'as quand même passé une journée entière à Perrache, Oui. sans descendre les escaliers. Sans descendre. Mais tu devais être fatigué. Ben, tu vas aller où? Bah oui. Tu connais personne. Bah oui. Là, tu es en France. Faites attention sur la police. Tu ne sais pas. Deuxième jour, troisième jour, les gens qui sont là, tu te sympathises même avec les SDF, mais tu ne sais pas c'est les SDF. Il y avait des Congolais? Non. Ok. Les SDF blancs en Perrache. D'accord. Mais toi, tu ne sais pas que c'est SDF. Pour toi, c'est des gens Ben oui. avec des canettes de bière. On est avec eux, là, dans les bars, là. On s'assoit. Il y a leur pote, il vient là. Ils amènent des pains. Ils amènent des sandwichs. Vous mangez. Ils t'ont accueilli? Bah, mais on était bien. Je suis avec eux, on dort avec eux. Mais tu guettes, t'as peur qu'au cas où tu vas voir un police, tu dis, ah, c'est danger. Mais sinon, tu rigoles avec eux. Je bis il y a une bouteille de vin. Je bis. Pour moi, ces gens-là devaient me sauver. Et quand ils viennent avec, on partage. Oh là là. Et là, il boit de grosses bouteilles de vin comme ça, je crois, 2 litres. Il te donne, toi aussi, tu bois aussi. T'en avais jamais bu avant? Ah non. C'est là le première fois de boire le vin. Je dois pas montrer mon visage que je suis pas content. Non. T'étais bourré là, hein? Je bois, c'est pas, oui, je bois. C'est quand on commence à parler, je parle un petit peu, il me comprend. C'est là, il me dit non, il y avait un forum de réfugiés. Le forum des réfugiés, d'accord. Mais par contre, je suis pas allé. Pourquoi? Ben, je vais aller dire quoi. Je sais même pas forum de réfugiés, ça sert à quoi? Ceux qui ont fait que d'entrer en contact avec les forums des réfugiés, c'est la police. Parce que là, je tournais, je dors, je tournais, j'étais là avec mes potes, c'est mes potes. Hein. L'argent, il touchait RMI. Oui, le RSA. Et des fois, il touche, je vais acheter ça. Moi, j'ai dit, ah, il faut que j'appelle mes parents. L'argent que j'ai eu pour aller acheter la carte téléphonique à Guillotière, à la place des ponts. À l'époque, le métro, il n'y avait pas de portique. Il y avait accès direct. Ok, Tu descends direct, tu rentres dans le métro. d'accord. Viens, on va aller à la place des ponts. Parce qu'ils traînent souvent à la place des ponts, ils traînent un peu partout, les gens. D'accord. En sortant là où on achète des cartes téléphoniques et croisement avec la BAC. La BAC, la voiture, il s'arrête et 3 personnes, ils descendent. Dès qu'ils descendent, ils sortent de bracelet orange. Police. Là, j'ai dit non. Oh non, pas encore. Là, je dis, ça y est, c'est fini. Oh non. Mais tout de suite,
J'ai chassé cet esprit de la peur. J'ai dit non. Hmm. Et je suis resté normal. La police arrive. Bonjour monsieur, pièce d'identité, machin, tout ça. J'ai mis la main, et je ne sais pas si j'avais mis comme ça ou derrière, Ouais. une espèce de genre de soumission. Que j'ai pas d'identité, je viens d'arriver. Je n'ai même pas fini de parler. Parmi les policiers, deux policiers, ils ont enlevé leur truc de la police, ils l'ont remis dans la poche, ils sont retournés dans la voiture. Et celui qui est resté là, il m'a dit, et t'habites où? Je lui ai expliqué. Et là, il sort dans sa poche des héros. Il me dit, tiens, tu montes ce bis, tu descends, voilà, le Dauphiné la Cassane, dans ce secteur-là, tu demandes secours catholique. Ce qui est passé là, c'est ça qui a fait que ça a débloqué ma situation. Ça fait du bien d'entendre ça par rapport à la police. Dans aucun cas, je dirais que la police française est mauvaise. Hein. Le jour où moi je dirais la police française est mauvaise, Dieu va me punir. Parce qu'on entend tellement de choses par rapport à la police. Comme je suis en train de dire, dans la vie, si tu as peur, tu dois avoir des réactions négatives qui vont impacter aussi l'état d'esprit qu'il y a à la police. Là, t'as montré patte blanche. Moi, j'ai pas peur. Je sais pas si ça va. Si c'était destiné que la police devait me tuer, le destin. Mais il faut avoir déjà une force. Et force là, c'est ne pas avoir peur. C'est ça qui a fait que quand je me suis manifesté déjà en soumission, comme il m'a dit, je suis allé, j'ai demandé et j'ai trouvé secours catholique à l'époque. Je suis arrivé pour la première fois, c'est là ma vie a commencé. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné notre rendez-vous urgent pour demain, ils m'ont pris des photos, ils m'ont fait le bus et le carte de bus. Ils m'ont fait la carte de bus, c'est eux qui maintenant ils commencent à me suivre. J'explique ma vie, c'est eux qui m'ont guidé dans tout, c'est eux qui ont fait que je suis allé habiter dans un foyer. Ils t'ont guidé jusqu'au forum des réfugiés, c'est là où aussi je suis allé au forum des réfugiés. Ils m'ont monté mon dossier, je suis allé à la préfecture pour aller mettre des empreintes, pour tout parler. Et jusqu'à ce qu'aller à Paris, à l'OFPRA, Office français de protection. T'as été à Paris dans cet office, ils t'ont fait quoi? Interroger, pourquoi de venir en France, pourquoi je expliquais. Et là, ils ont dit non. Ils ont rejeté ma situation. Ils ont refusé. Ah bon? Comme ils refusent, je retourne au secours catholique, je l'explique. Ils m'ont dit non. Comme ils refusent, on va faire un recours. Ils ont envoyé la lettre. Et les recours, tu vas passer au jugement devant les juges. Et les juges m'ont posé la question. Je expliquais, comme je suis en train d'expliquer toute ma vie, tout ça. J'avais acheté ma carte de téléphonique. Je suis rentré en contact avec ma mère. Ah, alors là, ça devait être assez fou, là. Comment? T'es où? C'est là où je suis en France. Ils s'étaient étonnés. Parce que t'es resté combien d'années sans leur parler, là? 3 ans. Tu sais, au début, quand il y avait les coups d'État, tout ce qu'on avait fait là, les séminaires, les formations militaires, tout ça, j'avais des diplômes, des brevets, tout ça là. Tous mes documents là, c'était resté chez moi à la maison. Ma mère, elle avait vraiment gardé ça. C'est pour cela, quand je suis rentré en contact avec ma mère, quand on parlait, je lui posais la question, maman, est-ce qu'il y a encore mes documents? Et ma mère me dit, tes documents, on a failli même brûler ça parce que comme ils venaient te chercher ici. Je dis, est-ce que c'est possible de me l'envoyer ça? En tout cas, ma mère avait fait vraiment le nécessaire pour m'envoyer ces documents. Quand je suis parti à la commission des recours, là, j'avais déjà en possession tous mes documents là. De l'armée, quand tu avais été... Quand je parlais, tout ce que j'expliquais, est-ce que vraiment, toi, tu étais vraiment ça dans l'armée, tout ça? Qu'est-ce qui prouve? Je dis non, j'ai des diplômes, j'ai tout. Ah bon? Est-ce que tu peux nous montrer? C'est là où j'ai sorti tous les diplômes, je mis dans la table. Et quand ils ont vu ça, c'est là où ils ont compris. Et la rapporteure, la dame de l'OFPRA, qui m'avait donné les rejets, elle était encore venue, commission des recours, de me donner encore une autre rejet. Mais le fait que, quand j'ai sorti tous les documents là, la rapporteure a demandé la parole. Mais pourquoi, quand tu es passé à l'OFPRA, tu n'as pas présenté tous ces documents?
Je ne les ai pas répondu que j'avais pas encore ou pas. Je lui ai dit, bon, là j'ai fait au PG quand même. J'ai dit, vous ne m'avez pas demandé. Oh non, mais on ne vous a pas demandé, mais il fallait quand même sortir. C'est là où j'avais dit un mot. C'est comme si chez nous on dit, qui s'excuse, s'accuse. Qui s'excuse, s'accuse. Accuse. Donc toi, tu t'es pas excusé de ne pas avoir ramené tes Donc, en fait, c'est comme si... papiers, quoi. Là-bas, on m'a rien demandé. Elle aurait pu croire que tu avais fait des faux ou quoi. Exactement. C'est pour ça. C'est là que j'ai sorti ce mot-là. Tu m'as pas demandé. Vous m'avez pas demandé. Non, même si on vous a pas demandé, il fallait donner. J'ai dit, non, madame. Donc, toi, tu sais que tu n'as rien fait, tu t'excuses tout seul. Au niveau du tribunal, ils m'ont demandé si j'ai des preuves comme quoi. Et voilà, je l'ai répondu. Et là, la rapporteure, elle a modifié sa demande. Elle dit au juge qu'Ofra se réserve de demander encore le rejet et il laisse à vous, le tribunal, de juger. C'est ça qui a fait que le juge, après, ils ont décidé que, bon, ils m'ont accordé ce statut. Statut de Réfugié. Réfugié politique. C'est ça. Tu commences à construire ta vie en France avec ton statut de réfugié politique. Voilà. Comment t'es arrivé à aujourd'hui, avoir ta petite famille à Lyon. Tu m'as dit que tu as rencontré ta femme qui est congolaise aussi. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie de ta vie? Là, c'est plus la personne que j'étais dans la galère. Là, c'est devenu une autre personne maintenant. T'es arrivé à 25 ans à Lyon. Moins de 25 ans. Donc 25 ans, je dois atteindre ça en décembre. Pour avoir les RMI, aujourd'hui RSA, Oui. il faut avoir 25 ans. Ah oui. Et à l'époque, là, comme je viens d'avoir l'autorisation, le titre, le Secours catholique m'a fait la demande de RMI. Ils ont dit que non, il a moins de 25 ans, donc voilà, ça passe pas. Oui, mais si si t'es exilé politique, Il faut 25 ans. tu gagnes comment ton argent? Alors là, c'était... Voilà, j'ai continué avec le Secours catholique. Et D'accord. avec Mission protestant, ils donnaient l'alimentaire. D'accord. Quoi. T'as eu 25 ans, t'as pu avoir le RMI. Non. Et là, je me suis mis déjà dans les travails. Je D'accord. commence à travailler. À Mions, je travaille à Mions. Intérim, c'est Intérim qui m'a envoyé Oui, là-bas. d'accord. À Déco, ils m'ont envoyé là-bas. Ouais. Je travaillais tant que... Je me rappelle plus. De toute façon, tu savais tout faire déjà. Voilà. Et je travaillais. J'ai fait 3 mois, je me suis cassé les bras. Et ils nettoyaient des panneaux pour les coffrages de bâtiments. Des gros panneaux là qui fait 1 tonne. Là où il y a l'engrenage, tout ça. Et ça a raté. Cassé les bras, le reste, moi j'avais enlevé les bras. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, la nuit, le bras était gonflé comme ça. Quand je suis parti à Grange Blanche à l'époque, c'est là où ils ont dit, ah, le plâtre. Le plâtre, et puis l'émission est arrêtée. Je ne pouvais pas continuer, je suis resté au moins 2 mois comme ça. Tu t'es blessé, donc tu as dû arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler. Tu avais la sécurité sociale et tout? Oui, tout? déjà, parce que le fait qu'on te donne déjà le statut, tu as la sécurité sociale. Donc en fait, t'es pas sans papier, tu as le statut de réfugié politique. Là, c'est pas sans papier. Et du coup, tu pouvais travailler. Là, tu as le droit de travailler, tu as le droit de... T'es devenu un homme normal. Les secours catholiques, ils m'ont vraiment accompagné, quoi. Ils ont monté ces dossiers et du coup, ça n'a pas resté longtemps. J'ai eu l'appartement. La vie est partie, je commence à vivre normal maintenant. Permis, travail, des années passées, jusqu'à ce que j'ai raconté ma femme. Voilà. Mais... par contre, côté histoire d'amour, il y a eu pas mal de déceptions. Non! Si je vais raconter, par exemple, c'est un témoignage de ma vie. Hein. Moi, le fait d'être en France, je respirais, je dors, je mange, bien. Bon, je dois épouser une Française. Tu voulais te marier avec une Française? Oui. Ok. J'ai encore son nom jusqu'à aujourd'hui. Ah, t'as rencontré l'amour une Française, voilà. Française? J'ai trouvé une bonne personne, gentille, voilà. Une femme chrétienne? On peut dire chrétien parce que c'est une Française. Mais non, il y a des Français qui ne sont pas chrétiens.
T'es resté combien de temps avec elle? Mais pas longtemps, on a fait quoi 2 semaines. Des semaines Mais seulement. non. Oui. Au bout de combien de temps, après ton arrivée en France, tu l'as rencontrée? Au bout de, je vais dire 6 mois, je crois. Comment tu l'as rencontrée, cette Dans femme? l'arrêt de bus. À l'arrêt bus. À l'arrêt de bus de la Pardier. Une belle jeune femme Ouais, comme ça. belle, gentille, voilà. À l'époque, j'avais pas de téléphone. Bah, comment t'appelais ta famille avec ta carte SIM? Non, carte, à l'époque, les téléphones de la rue, là, dit, tiens, Ah oui. tu achètes des cartes, Je suis une Gen Z, moi, c'est pour tu ça. commandes, tu composes le numéro, code de la carte, tu parlais. Moi, j'étais pas née. Hein. Ouais, voilà. Et du coup, ça s'est mal passé, mais Non. mal passé. Pourquoi? Elle n'était pas claire envers moi, disons. Elle te méritait pas. On était bien, on parlait bien, mais sauf qu'elle avait une autre vie en cachette. Elle avait une vie en cachette? Ouais. Tu vivais avec cette femme? C'était une copine, on vivait pas même toi. Elle avait déjà quelqu'un. Elle était en couple, mais pas mariée? Mais elle m'a pas dit, et la personne aussi, c'était un Africain aussi. Moi, je connais pas comment ça fonctionne. De quoi? Je sais pas. Je sais pas, les désordres, les brutales, je sais pas. Moi, je sors du brutal, j'arrivais là, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai dit, ah, ça va. Ah, t'étais tellement habituée à être dans une vie violente que... Je connais ça. Le fait d'être ici en France, j'ai dit, ah, ici, il y a les gens qui... Je viens, elle travaillait vers Cour Lafayette, un peu plus loin. C'est moi qui allais la chercher au travail. J'avais rendez-vous aux missions protestantes. C'était mercredi, ouais, je me rappelle, mercredi, les jours où je vais aller chercher à manger. On m'a donné plein de trucs, c'était des sacs. Ouais, ils faisaient des dons alimentaires, Voilà. les protestants. D'accord. Et je rentre dans l'allée, je viens devant l'ascenseur, et l'ascenseur, la porte s'ouvre, je vois Stéphanie et un grand black. Donc, Non! ils sont allés me chercher. Comment ça, ils sont allés te chercher? Oui, au moment où il sort de l'ascenseur, Stéphanie, oui, elle me dépasse et le black, il se met devant moi, comme ça. Je sais pas. Donc, c'est Stéphanie qui lui a parlé. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a parlé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur, viens, on va parler. Ben, on va parler de quoi, je ne connais pas. Le monsieur, il sort la main dans la poche et c'est un couteau. Pourquoi faire? Pour me tuer. J'ai eu un réflexe. En fait, je fais juste un mouvement. Genre, je voulais esquiver. Et mon blouson de la veste. Tu vois la veste, quand tu fais le bouton. Et du coup, sa main est rentrée là. Du coup, moi, j'avais comme ça le sac. C'est là où j'ai posé le sac. J'ai pincé sa main. Le bagarre a commencé. Premier bagarre depuis que j'ai... Oh, je te jure, ces jours-là, si moi, mes oreilles écoutaient la voix du diable, c'est les jours-là, il y a quelque chose qui allait passer, mais grave. La migraine, il y a un truc qui a tourné dans ma tête, que de le prendre, de le mordre. Tellement j'ai forcé, ça fait qu'il a eu mal à ma main. C'est parti en bagarre, on est tombé par bagarre. Et là, les jeunes du quartier sont venus, et elle est partie en courant. Oui, bah... Ils ont enlevé les trucs des poubelles, ça a commencé à taper le mec. Le mec, il s'est mis debout en courant. Je le courais après avec des jeunes, on a couru jusqu'à devant la route, l'arrêt de bus, elle aussi, elle a couru. Et ils sont partis. Voilà comment on s'est séparés. Ouais. On ne s'est plus revu avec elle. Je ne sais pas si elle est encore en vie. T'as jamais compris pourquoi il a voulu te tuer, le monsieur? T'as jamais compris? Peut-être jalousie, pourquoi? Parce que je ne sais pas, elle lui avait dit que non, j'ai rencontré quelqu'un, mais peut-être. Un ex jaloux. Voilà, peut-être, voilà. Mon pauvre Jean-Noël. Tu t'es dit, j'arrête les Françaises, là? Ouais. Dans ma tête, c'était pas une Congolaise. Tu voulais pas retrouver Non, une Congolaise? Pour moi, c'est une Française. C'est tout. Mais pourquoi tu voulais une Française? Parce que pour toi, c'était synonyme de Ma vie est sécurité? finie ici. Ah, tu voulais repartir à zéro? Ma vie est partie ici, finie ici. Congo, c'est fini. Voilà. Ben, t'étais tellement traumatisée de tout ça. Voilà, c'est ça. Mais quand je vis ça... Je dis non. Ah non. Ben, on veut plus de Françaises, on veut pas de Congolaises. Et du coup, voilà. Allez, là, je suis rentré vraiment... J'ai rencontré une... Ivoirienne. Après, j'ai rencontré une autre. C'est une débauche. Tu t'es mis à avoir une vie de folie. Voilà. Je me dis, ah, là, je commence à perdre, là. T'allais en boîte et tout. Je suis allé une fois en boîte. Ah non. Mais c'est pas mon truc. Je suis allé en boîte, mais tout noir. Comme je suis jamais allé en boîte. Donc là, t'as enchaîné les nanas. Bon,
je peux dire gentil, hein, mais sauf que c'est moi-même qui a dit non, stop, Ok. je voulais pas. Et là, maintenant, il y a une esprit dedans. Là, je vais me concentrer maintenant dans l'évangile. Parce que tout ce que Dieu a fait de moi, il faut que je revienne vers Dieu. T'es devenu moine. Non. Je t'embête. Et du coup, là, en prenant cette décision, je dis, bon, je vais aller d'abord faire quoi? Repentance à Lourdes. C'est au moment où je cherche à aller en Lourdes, c'est au moment où je viens de raconter ma femme. Moi, je cherchais, je voulais garer ma voiture et du coup, ben là, c'est difficile à garer, tout ça. Après, je vois parmi le fille qui était là, attends, va chercher ta voiture, moi je vais te garder la voiture. On ne se connaît pas. Je dis, ah, mais cette fille, elle est gentille. Et je suis allé chercher ma voiture, je viens pour garer. Et au moment où moi j'arrivais pour garer, il y avait d'autres voitures qui voulaient garer. Je dis, non, c'est pour les. C'est là où j'ai demandé, elle était congolaise. Comment tu t'appelles? Elle m'a donné son prénom, elle s'appelle Bienvenue. C'est là où, que quand moi je suis né, ma mère m'a toujours dit que non, tu es né, tu étais vraiment le bienvenu parce que ton père cherchait comment aller à la retraite. On ne l'accordait pas parce que c'est lui qui devait former d'autres commandants de bateau. Mais quand ta nouvelle de naissance est née, et lui aussi il a reçu le télégramme comme quoi on lui accordait la retraite. Et c'est là où ton père disait que cet enfant, il est le bienvenu. Et quand elle m'a dit qu'il s'appelle Bienvenu, je dis, oh, quelle origine congolaise. Et du coup, l'esprit a dit, non, tous les Congolais ne sont pas pareils. Moi-même, je me suis donné... Elle est gentille. Je dis, c'est pas pareil. Déjà, je vis la gentillesse. Je dis, bon, on va aller dans un bar, boire une bière, tout ça. Je paye la bière pour moi. Je voulais payer pour elle. Elle ne boit pas. Mais moi, je continue à boire, je bus avec des regrets. La bière, c'est pas mon truc. Bah, c'était trop tard, t'avais déjà commencé. J'avais déjà bu, je buvais, mais... Et ces jours-là, c'était les derniers jours. D'accord. Ah, t'as plus jamais rebu? Ah non. C'est bien. Même imagine les jours de notre mariage. T'as bu du champomis? J'ai rien bu, non, j'ai bu du coca. J'ai dit, mon corps, il prenait jamais l'alcool. Les jours-là. Non, moi, je ne bois pas la bière. Depuis ma naissance, je n'ai jamais bu. C'est là où j'ai dit, mais voilà la personne. Si tu veux, le samedi, je vais aller à l'église. Tu viens dans notre église? J'ai dit, ben, je me suis retrouvé. Église où elle va prier. C'est là où je me suis senti, non, ma vie c'est l'église, ma vie c'est Dieu, ma vie c'est Dieu. Et du coup, ces jours-là, est-ce qu'on peut se marier? Nous, on n'a pas pris le temps à... On s'est vu, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut se marier? Elle m'a dit, si tu es sérieux, moi j'ai dit d'accord. Il dit, bon, on prépare le mariage. Et voilà comment on a préparé le mariage. L'année prochaine, on s'est mariés. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est beau. Donc voilà, cette femme, pour moi, c'est bienvenue. En fait, je me trouve vraiment en elle beaucoup de choses. Elle, vraiment, ça passe bien. Et elle est née en France? Non, au Congo aussi. Sa mère, parce que sa mère, elle est suisse. Elle est suisse? Suisse, ouais. Elle est métisse, ta femme? Non, congolaise. Sa mère, c'est une Congolaise qui est partie. Suisse. Ok. Voilà. Dans ma tête, en fait, t'avais rencontré ta femme sur le parking de Lourdes. Ah, non. Je suis jamais allé au Lourdes. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, il est jamais trop tard. Hein. Vous avez eu 4 beaux enfants. C'est ça. 4 garçons. On a 4 garçons. Je suis heureux. T'es heureux en ce moment. Vraiment heureux. Donc, waouh, je m'attendais pas du tout à... Ça a dépassé vraiment tout ce que j'imaginais, là, ce que tu nous as raconté. Hyper émouvant, j'ai failli pleurer à des moments, vraiment. Tu racontes ça avec tellement de dignité. Tu nous as montré un courage incroyable. Je pourrais même pas te décrire, en fait. Trop fière de fréquenter Jean-Noël. C'est incroyable. Il y a dû y avoir des milliers de personnes, peut-être des millions, qui ont traversé ce que tu as traversé. Toujours autant d'actualité en ce moment. Une des raisons pourquoi est-ce que Édouard t'a amené à moi, c'est que là, tu as des problèmes avec le renouvellement de ton titre de séjour. Est-ce que tu peux m'expliquer
Là, ce qui pose problème en ce moment. Alors, pour le titre de séjour, quand on te donne on t'accorde le statut de réfugié, donc on te donne le titre de séjour de 10 ans. Ça a expiré et je l'ai renouvelé, normal, et il y a 2 ans, ça a expiré, sauf que quand je fais les démarches pour renouveler, bloque. Pourquoi ? C'est bloqué. C'est très compliqué. Ouais, par rapport à ce qui se passe en France, où ils ont bloqué, ils ne renouvellent pas, tout ça. Ça fait que tu as perdu tous les droits, tu n'as pas de droit ni au chômage, ni rien du tout. Le travail, tu ne travailles pas, rien du tout. Tu as eu ton titre de séjour à 25 ans, tu as pu le renouveler à 35, et là, tu as 45 ans. Oui. En fait, du coup, là, tu te retrouves sans papier. Et voilà, sans papier. Alors que ça fait donc 20 ans que 20 ans. Ça fait 20 ans que tu vis en France. Tu as travaillé 20 ans en France. C'est ça. Bon, même pas 20 ans. 16 ans. Oui, il y a eu des coupures, etc. Exactement, voilà. Tu as eu 4 enfants qui sont nés sur le sol français. Français. Tu as la Marseillaise comme sonnerie de téléphone. Tu as le drapeau français dans ton coffre. Voilà. Tu es un homme très bien inséré, qui est bénévole dans plein d'associations. Moi, je t'ai rencontré sur les distributions de dons alimentaires parce que toutes les semaines, tu prends ta voiture en charge de la nourriture pour les distribuer gratuitement dans le quartier. À quel moment tu peux avoir, toi, les papiers français ? Il faut quoi pour ça ? Tout au début, j'ai fait la demande, mais ils m'ont refusé. Ils t'ont dit pourquoi ? Ils m'ont dit pourquoi ? Parce que quand on te donne le statut, on t'accorde le permis de conduire pendant 1 an. Après, on t'échange le permis français. Sauf que moi, quand tous mes documents sont arrivés, il y avait aussi le permis de conduire du Congo. Tous les documents acceptés, sauf que le permis refusé. Et du coup, là, ils ont dit que non, le permis était faux. Ton permis de conduire du Congo ou du Congo ? Ils ont dit qu'il était faux. Ok. Le fait qu'ils disent qu'il était faux, écrit ça sur le titre, un peu comme casier judiciaire. D'accord. Comme quoi il avait le permis faux. Tu fais la demande. T'étais pas au courant qu'ils avaient écrit que t'avais un faux permis congolais ? Non. Mais comment ils savent que t'as un faux ? C'est quand j'ai reçu la lettre comme quoi, non, votre nationalité est ajournée, 2 ans, il faut faire encore une demande par rapport à un permis faux. Faux, c'est là où je suis rentré quand même dans le tribunal pour dire, mais comment vous avez su que c'est des permis faux ? Est-ce que vous êtes allé là-bas pour vérifier ? Non, on ne peut pas vérifier le temps et le fait que vous soyez réfugié, on ne peut pas aller vérifier. Mais selon vous, vous avez jugé que c'est faux. Ouais, parce qu'en fait, vu que tu es un réfugié politique, ils peuvent pas aller appeler le Congo. Y a plus, ça a rompu le lien, fini. En fait. Moi, c'est fini avec le Congo. Ouais, parce qu'en plus, ça te met en danger, en fait. Je connais pas l'évolution politique du Congo. Est-ce que ceux qui t'ont envoyé au casse-pipe, comme on disait tout à l'heure, ils sont toujours au pouvoir ? Non, c'est fini. Si, ils sont Toi, t'es un déserteur, c'est ça ? Bon, du coup, voilà, c'est pour ça, pour pas te mettre en danger, ou je sais pas, bref, ils peuvent pas vérifier si c'est un vrai ou un faux permis. Ils ont dit que c'était un faux, et du coup, ben alors, ça fait un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, t'as plus de titre de séjour, ils te l'ont refusé, là, il y a 2 ans, et donc là, t'es dans la galère parce que t'as pas de titre de séjour, et donc t'as pas de nationalité française, donc tu peux pas travailler ? Non, là, je travaille pas. On peut pas te garder au travail. J'avais fait la demande. Quand tu fais la demande, à l'époque, il te sort tout de suite automatique l'attestation de prolongation de 6 mois. Moi, j'avais fait ça avant, comme on dit, il faut anticiper, avant que ton titre expire, il faut anticiper 3 mois à l'avance. Pour avoir les 6 mois d'extension. Au moins, dans les 6 mois-là, déjà, si tu fais déjà ta demande, dès que ta carte sera expirée, au moins tu feras déjà la vente, ils peuvent déjà te donner ta carte. Le document de prolongation expiré, il n'y a rien. On t'a pas redonné de titre de séjour. Tu fais du demande, tu écris, on te dit, attends. Entre-temps, au travail, on te dit, non, il n'y a pas de titre de séjour, rupture ou licenciement. Et du coup, tu ne peux pas aussi toucher le chômage. Maintenant, il faut aller voir un avocat. Il faut payer un avocat. Super. Voilà. Avec quel argent ? Il faut payer avocat, on a payé avocat fait des démarches. Avocat, attendez, j'ai déjà envoyé la préfecture. Attendez, rien.
durant tout ce temps-là. Mais, tout récemment, il y a quelqu'un, on peut dire que Dieu m'a envoyé, il m'a aidé, un peu de sous. Je donnais il y a une autre avocat. L'autre avocat, là, j'ai vu qu'il n'a rien fait. T'as dépensé beaucoup pour cet avocat qui t'a pas aidé? Ouais. Et l'autre, là, je le vis, comme il y avait un peu de sous, je suis allé le voir, on a parlé, je lui ai expliqué. Voire même Pauline avait fait une lettre. Quand je l'ai tout expliqué, elle m'a dit, bon, je vais tout faire, je vais le bousculer. Elle a dit tout ce qu'ils peuvent dire. Et du coup, là, il y a quoi? Il y a des jours. Il y a 2 jours? Regarde dans ta boîte mail en neuf des étrangers, là. Et je suis rentré dans ça et je vis, il y a une notification, l'attestation de prolongation de 6 mois. Ah! Là, il y a 2 jours. Il y a des jours. Donc là, pendant 6 mois, tu vas avoir encore ton titre de séjour. Ben, j'attends. Là, c'est l'attestation de prolongation. Donc, on va voir si j'aurai encore les titres. Si avant que l'attestation expire, est-ce qu'ils vont le faire à l'avant? Mais déjà, l'attestation de prolongation, c'est pas mal. Ça peut déjà essayer de débloquer un peu partout le bureau qui était bloqué. Mais est-ce que tu vas pouvoir retrouver un travail? Ben avec ça, oui, s'ils acceptent. Ouais, un travail. Il y a d'autres emplois, ils n'acceptent pas ça, il paraît. Il y a des employeurs, ils vont pas t'accepter parce qu'ils... par rapport à cette oui, là, voilà. Ils vont se dire, au bout de 6 mois... ça, voilà. Ils préfèrent une carte résident de 10 ans à... Là, c'est garanti. Voilà. Mais comment faire pour avoir cette carte de 10 ans de c'est résident? la préfecture qui décide. Et la préfecture, faut que tu lui fournisses donc cette nouvelle attestation de prolongation de 6 mois. C'est eux qui m'ont donné cette attestation de prolongation en attendant qu'ils vont faire la carte de 10 ans. J'ai vu la vidéo du youtubeur masqué qui expliquait comment il s'est retrouvé pendant 2 ans sans titre de séjour. Pendant 2 ans, il pouvait plus avoir de compte bancaire. Il y a des personnes qui lui ont... en fait, pour qu'il puisse avoir son titre de séjour, fallait qu'il passe par des procédures où en fait il faut donner des pots de vin, etc. Pour passer en avance. Et il avait dû, je me souviens, piquer une crise à la préfecture pour pouvoir au moins passer à un guichet. Donc en fait, c'est un parcours. Non, je peux pas dire ça parce que tu as vécu vraiment le parcours du combattant. Donc ça, je sais pas comment décrire ça, mais... Avocat, il faut donner ça, il faut. Voilà, tu te retrouves dans la galère, t'as pas de chômage, t'as rien. T'as des loyers au moins 5800. T'as eu des... Et là, il faut même pas que le bailleur sache que t'as cette situation. Parce que tous ceux qui se trouvent dans cette situation, le bailleur, il le met dehors. T'as pas de papier, voilà. Ils te mettent à la rue. C'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup, ils ont mis beaucoup de gens dehors comme ça. En tout cas, là, t'es dans une situation très, très compliquée sur le fil où t'es en procédure d'expulsion et là, on ne sait pas. On croise les doigts. Ouais. T'as des dettes. T'as encore d'autres dettes derrière. Oui, beaucoup. Ta femme, elle a les papiers français ou pas? Non. Elle n'a pas les papiers français. Parce que tu sais que ma femme aussi, même situation. Oui. Même situation dans le sens, papiers non renouvelés. Elle, par contre, elle a reçu aussi parce qu'elle avait payé au moins 3 avocats. Et ils ont fait, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont fait au niveau du tribunal. Ça fait que elle vient de récupérer sa carte. Donc elle a 10 ans, là, ta femme. Voilà. Sauf qu'en fait, tout le reste de ta vie, tu as la nationalité congolaise, mais si tu retournes au Congo, tu peux pas. Tu vas te faire assassiner. Oui, mais en plus... Mais comme ça... Mais en plus, t'es tout autant français que moi, si ce n'est plus. Donc là, t'as une prolongation de 6 mois, mais bon, c'est super. Retrouver un travail, éponger tes dettes, ne pas te faire expulser et te retrouver à la rue, ça, il faut que t'aies à nouveau un titre de séjour. De 10 ans, ça va être... C'est vraiment pas l'idéal. Il faudrait vraiment que tu aies la nationalité française, en fait. Est-ce que tu as vu des assistants qui ont essayé de t'aider pour voir comment faire pour avoir... C'est très naïf de ma part. Oui, non, normalement... Mais c'est que je me questionne. Je vais demander. Je vais faire la demande. Tu vas faire ta demande de nationalité française. Non. Voilà. C'est ce qu'on veut. On va envoyer ce podcast au président. Voilà. Faut envoyer avant les élections. J'espère. Voilà pourquoi... On a enregistré ce podcast.
Voilà pourquoi on enregistre ce podcast, pour partager ton vécu, ton histoire incroyable et partager au maximum de personnes possibles ce récit incroyable et faire connaître ta situation qui est... Et quelqu'un va me donner des mots là? L'État français met dans l'illégalité de manière intentionnelle des gens qui travaillent, ont une famille, sont sur le territoire depuis 25 ans, payent leurs cotisations, sont insérés, ont une famille et bénévoles dans des associations, et du jour au lendemain ne renouvellent pas et met dans des situations où on a des milliers d'euros de dettes, où on est au bord de se faire expulser de son appartement, et l'État crée la précarité, et l'État a des politiques d'immigration violentes et crée différentes classes de citoyens de manière totalement arbitraire, et c'est d'une violence sans nom, quoi. D'un jeune homme qui a traversé toute l'Afrique à pied. Ça a été très fort. Il y a eu beaucoup de violence dans le témoignage de Jean-Noël. Vous avez sûrement, comme moi, fait tout le voyage avec lui, traversé toute l'Afrique. Moi, j'ai été beaucoup émue par ton témoignage, Jean-Noël, et ça me fait très mal au cœur la situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment. Je te vois toutes les semaines et tu es un vrai rayon de soleil. Tu aimes la France, tu le dis, tu danses avec le drapeau français et tu gardes le sourire malgré toutes tes dettes, les difficultés que tu traverses. Là, je m'adresse à vous, les auditoristes, si vous avez envie, si vous avez aimé le témoignage de Jean-Noël, si vous avez été touché, je vous invite à regarder le petit lien qu'on vous a mis en description et voilà, à donner ce que vous pouvez pour soutenir Jean-Noël. Ce qui serait chouette aussi, vraiment, c'est de partager son histoire autour de vous, que son histoire sorte de la ville de Lyon et aille se balader partout dans la France, dans l'Europe, tout autour de vous, dans le monde entier. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment et partagez. Merci Jean-Noël. Jean-Noël, mon soleil. Merci. Merci.